Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Au-delà du miroir ce soir avec Andreas Becker. Il est né en 1962 à Hambourg et c'est un romancier français d'origine allemande, vivant en France depuis 1991 et à Paris depuis plusieurs années. Après des études de philosophie et d'histoire en Allemagne, Andreas Becker arrive à Lyon en 1991 où il découvre la langue française et décide de s'y établir. Il devient professeur d'allemand puis traducteur de romans de gare avant d'entamer une carrière commerciale. Il se consacre maintenant entièrement à l'écriture et aussi au dessin depuis 2015. Il est depuis donc 2015 président du comité pour les écrivains persécutés au sein du PEN Club français, qui est une organisation connue aujourd'hui sous le nom de PEN International, qui a vu le jour à Londres au Royaume-Uni en 1921. Et ce nom a été conçu à partir d'un acronyme: poètes, essayistes, romanciers, novelistes en anglais. Plus tard élargi aux poètes, aux dramaturges, aux éditeurs, aux essayistes et aux romanciers. Depuis plus de 9 décennies, elle est maintenant une organisation réellement internationale, regroupant un vaste éventail de cultures et de langues, si bien qu'aujourd'hui la vaste majorité des 146 centres du PEN international proviennent de l'extérieur de l'Europe. Bonsoir à tous les auditeurs, aux auditrices et à toi, Andreas Becker. Alors, bonsoir Joël. Voilà, donc tu nous reparles un peu du PEN Club, puisque tu es président du comité pour les écrivains persécutés au sein du PEN Club. Tu as déjà très bien présenté le PEN Club, c'était déjà très complet. Quoi dire de plus? Le PEN Club est donc une association d'écrivains qui a été créée il y a une centaine d'années pour essentiellement, dans un premier temps, protéger, défendre la liberté d'expression. Aujourd'hui, il y a 4 comités. Nous défendons dans ces 4 comités les femmes en littérature, la paix et la diversité linguistique. Et donc, il y a aussi le comité pour les écrivains en danger, les écrivains persécutés, auquel je préside. Ce comité, quand même, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 500 écrivains en prison par le seul fait de leur texte, enfin, pour ce qu'ils ont écrit, et des centaines qui sont contraints à l'exil, qui vivent aussi dans des situations extrêmement difficiles. Il ne faut pas non plus oublier qu'en France non plus, c'est pas très facile d'être écrivain, de vivre aujourd'hui de sa plume. Donc l'accès au marché, est-ce que c'est pas une autre forme de censure? Donc le PEN Club organise pas mal de réflexions, de temps de réflexion, de colloques autour de ces questions. De rencontres aussi. Beaucoup de rencontres entre écrivains, beaucoup de rencontres avec le public. C'est une association qui est très active. Donc il y a ce côté culturel, mais qui est aussi une action vraiment politique, sociétale. On est arrivé à aider à sortir, parce qu'on n'est pas seul, il y a beaucoup de monde, mais on est quand même arrivé à aider à sortir de prison Zehra Doğan, qui est une jeune femme kurde, qui était en prison en Turquie et elle est aujourd'hui à Londres depuis à peu près un mois. On a aussi aidé à sauver Abdeliou Ayoub, qui est un poète ouïghour. La situation du peuple ouïghour en Chine est absolument dramatique. Enfin, il y a des véritables camps d'extermination aujourd'hui. Et Ayoub a pu sortir et fuir en Turquie avec sa femme, ses enfants. Il est arrivé en France il y a à peu près 2 semaines. Donc le PEN Club s'est occupé très activement de son cas. Nous avons aussi pu sauver, je dirais comme ça, un jeune poète d'expulsion de France. Donc c'est aussi un sujet dont nous occupons. Et nous pensons aussi à Ahmed Altan, qui est encore en Turquie en prison. Nous pensons à Ashraf Fayad, qui est un poète palestinien qui est en Arabie Saoudite, qui est régulièrement fouetté en prison. Et j'ai aussi une pensée pour un poète iranien qui s'appelle Ali Reza Roshan, et qui a pu fuir en Turquie, mais en Turquie aussi, aujourd'hui, on est évidemment très menacé. Bon, ce sera pas le sujet de cette émission ce soir, ça sera pas réjouissant non plus. On rappelle que tu as déjà écrit Gueule en 2015, qui était sur les gueules cassées de la guerre de 14, L'Effrayable en 2018, Nébuleuse en 2018 et Les Invaincus en 2018. Non.
L'Effroyable, c'était en 2012, Nébuleuse en 2013 et Les Invaincus en 2016. Mais ça va être réédité chez un autre éditeur qui s'appelle Les Éditions d'en bas, avec le 5e, qui est celui dont on va parler aujourd'hui, Ulla ou l'effacement. Les Éditions d'en bas, tu nous en parles un peu? Oui, donc tu n'avais pas complètement tort de citer les livres dans cet ordre-là, parce que mes livres aujourd'hui vivent grâce aux Éditions d'en bas. Il faut citer ici le travail extraordinaire de mes deux éditeurs qui sont Pascal Cotin et Jean Richard. Les Éditions d'en bas c'est une petite, mais par la taille, mais par la qualité, une grande maison d'édition en Suisse qui est basée à Lausanne, qui existe depuis une 40aine d'années, qui est très engagée en Suisse, qui est également diffusée tout à fait normalement en France, et qui fait donc un travail de qualité. Il faut aussi souligner la qualité de la facture du livre, enfin le papier, l'imprimerie. Il faut aussi, dans ce contexte-là, tout de suite citer Jean-Denis Bonan, qui est cinéaste et qui a fait la couverture de ce livre, qui a aussi fait la couverture de mes d'autres livres qui aujourd'hui sont tous publiés aux Éditions d'en bas, et comme tu disais, qui étaient initialement publiés en 2012, 13, etc. aux éditions de La Différence, qui a fait faillite par la suite. D'accord. Eh ben moi, je pensais que la couverture, c'était toi qui l'avais faite, puisque tu es aussi peintre. Donc, non, c'est pas toi, c'est Jean-Denis Bonan. Sur la couverture, on voit une femme bleue, et dont on va parler. Donc, ta dernière publication, c'est Ulla ou l'effacement. C'est l'histoire d'une femme. C'est l'histoire d'une femme qui va mourir. On va parler de la mort ce soir. C'est l'histoire d'une femme qui va mourir d'abus d'alcool, qui va mourir d'abus de médicaments. Je vais tout de suite souligner qu'il y a beaucoup de tendresse dans ce livre, et qu'à la fin, il y a autre chose aussi que la mort. Donc évidemment, c'est un livre sur la mort, parce que cette femme-là, qui était ma mère, pour le dire tout de suite... Ah, t'aurais pas dû le dire, parce que tu le dis qu'à la fin du livre. C'est pas grave. C'est à partir enfin, ça parle pas de ma mère. Ma mère, en tant que telle, ça n'a pas tellement d'intérêt que pour moi. Bon, pour moi, c'est un sujet extrêmement important, mais pour le lecteur, c'est pas ça dont je parle dans le livre. Je parle des femmes en règle générale. On va revenir là-dessus, je pense. Et cette femme, donc, elle se laisse mourir, mais il n'y a pas que ça. Et je pense que c'est la première fois dans mon écriture que j'ai pu exprimer ça, que je ne sais pas nommer autrement que ça, et qui reste peut-être quand la mort est là. Donc cette tendresse de l'amour, on pourrait appeler ça aussi l'amour, donc l'amour que j'ai porté à ma mère, mais qu'on porte à toutes les femmes, aux hommes également. Donc c'est une histoire vraie. Elle est réellement morte comme ça, ou c'est un peu que tu... On peut couper tout de suite avec le côté biographique. Alors là, je me cache pas du tout derrière mon petit doigt. Oui, ma mère s'appelait Ulla. Oui, elle est morte à 45 ans de cirrhose de foie, d'abus de médicaments. Oui, j'ai pas menti sur le fond de l'histoire. Mais ensuite, il s'agit pas du tout comment ça s'appelle aujourd'hui? D'autosatisfaction, d'autofiction, pas du tout, parce qu'il y a justement la distanciation par le travail de la langue, et il ne s'agit pas du tout de ma mère, mais il s'agit en fait d'une réflexion autour de ce que c'est quand le corps s'en va, comme ça, lentement. Quand il s'efface. Et qui s'efface. Alors, elle est partie le 6 décembre 85, tu devais être jeune, elle est partie, tu étais encore très jeune. Oui, j'avais 23 ans. C'est jeune. Oui, nous sommes toujours jeunes. Donc, j'avais 23 ans. Mais encore une fois, ce côté autobiographique, oui, je pars du principe que n'importe quel livre que j'ai écrit, et que beaucoup d'écrivains écrivent, sont autobiographiques. On ne peut pas sortir quelque chose de soi-même qui ne soit pas rentré. Donc forcément, on écrit à partir d'un matériau. Et ce matériau-là, pour moi, c'est sa propre histoire, c'est sa propre vie. Ça me paraît... Peut-être pas dans l'Effroyable, quand même. C'était pas autobiographique. Ça va donner envie
aux auditeurs de lire l'effrayable aussi. Je pense pas que ce soit... Mais le tout, ce qu'il faut faire, après, ce qui fait que c'est de la littérature, comme j'entends la littérature, c'est la transformation de ce qu'on a vécu. C'est la transgression. Et ce processus-là se fait, à mon avis, et bon, c'est le travail de l'écrivain, par la langue. Ok. Donc, tu as proposé de lire des passages ? Oui, je veux bien, oui. Je vais commencer par le début du livre, tout simplement. Elle était allongée sur le canapé, elle sur le dos, une main sur son ventre bombé d'eau. C'était ça, elle, là. Elle n'était rien d'autre que ça, là, le canapé contre un mur blanc, un mur vide. C'était dans les vapes qu'elle était, quelque part là, oui, sans doute. Il faudrait dire ça plus exact, peut-être. Mais on ne peut pas. Ce qu'on ne peut pas, il faudrait l'essayer ici. C'était ça, elle. Elle comme ça, maintenant, allongée sur le canapé, une main glissée sur son bas-ventre. Elle, c'était ça, elle. C'était comme pas là, elle. C'était ça et en même temps pas ça. Oui, c'était comme ça ou pas. Ce n'était pas possible qu'elle fût. Ce n'était pas tant une question de vouloir être, elle. Elle ne savait plus ce que c'était vouloir. Ça, elle ne l'avait jamais su. Elle avait vu le médecin. Lui avait dit l'eau dans le ventre, l'eau dans les jambes, le lui avait dit la bouteille de whisky par jour. C'était ça depuis des années. Maintenant ça, elle n'en avait plus besoin, c'était condamné. Le foie, c'était irréversible. Le ventre bombé, les varices, les hématomes, les saignements, les seins foutus, les artères bouchées. Le cœur est bon. C'est ça le drame. Ça avait dit ça, le médecin. Mais de ça, elle ne manifestait rien. Elle écoutait quand on lui parlait. On lui disait de se lever. Ça, il faudrait toujours se le dire. On lui disait de se lever. C'est ça, oui, qu'elle écoutait. Elle ne se levait pas. Elle. Elle n'avait pour ceux qu'elle écoutait qu'un sourire, elle. Ce qu'elle faisait, qu'elle se levait quand elle était seule, c'était la bouteille de whisky. Elle la cachait entre les casseroles, elle se mettait à genoux, elle buvait une gorgée, elle se couchait. Ce n'était plus elle ce n'était plus qu'elle en avait besoin. C'était pas presque comme de l'amour. C'était pas qu'elle quittait la vie, c'était qu'elle se concentrait à effacer une à une toute expression de vie. Elle se concentrait à effacer une à une toute expression de vie. C'était ça qu'elle réduisait, les mots qui auraient encore pu dire quelque chose, parce qu'il ne fallait pas seulement effacer les nuages et la pluie, mais aussi le mot des nuages et le mot de la pluie. En fait, c'est presque une indication sur le travail, comme je le conçois, le travail de l'écrivain. L'écrivain qui écrit, ça s'écrit là. Ça s'écrit dans le corps de l'écrivain. L'écriture, c'est quelque chose de physique. Le centre de l'écriture est dans le corps de l'écrivain. C'est pas l'esprit, c'est pas la réflexion, c'est pas l'intelligence, c'est le corps. Le corps, à partir du corps, ça s'écrit. Or, ce corps-là, il va en s'effaçant doucement. Il me semble que là, il y a quelque chose à dire aussi sur l'écriture. L'écriture de l'écrivain qui s'approche du silence. Évidemment, c'est paradoxal, parce qu'un écrivain, à partir du moment où il dit, où il écrit, il fait du bruit, il fait de la musique, il fait du rythme, il fait quelque chose, c'est pas de silence. Mais le centre de ça, c'est le vide, c'est le silence. Donc dans l'idéal, dans le paradoxe de l'écrivain s'approche du vide, du silence, qui n'est peut-être pas vide. Il y a peut-être autre chose à découvrir après. Mais pour ça, il faut petit à petit effacer tout ce qu'on dit comme ça. La langue publicitaire, propagande, politique, tout ça, il faut faire fi de tout ça. Mais après, il reste encore la langue littéraire. Ça aussi, il faut s'en détacher. Enfin, tout le processus de la vie est ce détachement, cet effacement-là, qui n'est pas seulement le processus de la vie, mais le processus même de l'écriture. Donc on va vers le silence. C'est assez paradoxal pour un écrivain, mais c'est justement ces effacements de mots qui m'importent dans cette écriture-là, et qui, dans ce cas précis, rejoignent en fait
l'espacement de la respiration. Quand vous êtes en face d'un mourant, il y a cette respiration qui s'espace, et forcément qui dit espace, qui dit vide, qui dit silence entre les respirations. Et je me suis toujours posé la question, comment est-ce qu'on va savoir que c'est la dernière respiration? En principe, on ne peut pas savoir. Et ça peut reprendre. Eh ben ça non. reprend d'ailleurs. Oui, mais je te jure, je vous jure aux auditeurs aussi, Oui, il y en a on beaucoup sait qui ont ce que vécu c'est. ça. Ouais. On sait ce que c'est. Alors moi, j'ai pas vu le travail de l'écrivain, j'ai vu le travail de la mort à l'œuvre. Oui. C'est-à-dire que tu écris encore à la page 11, elle digérait une vie là, sur le canapé, allonger sa vie. C'était ça son travail lent. Au début, il y avait le mot début et à la fin, il y avait le mot fin. Mais après ça, ce n'était même pas le vide, il fallait se digérer elle aussi. Et puis là, tu parlais du silence, mais c'est vrai que devant la mort, en général, quand on accompagne un mourant, on n'a pas grand-chose à dire. Les mots sont très difficiles à sortir. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi. Non. Les mots sont stupides, on sait pas quoi faire. Donc le silence s'installe facilement. Alors c'est très joli ce que tu dis. Tu as tout à fait raison. Les mots sont stupides. On pourrait d'ailleurs dire que les mots sont toujours stupides parce que ne s'approche jamais assez du silence ou du vide ou du plein corporel physique. Il y a une vérité, sans doute, en tout cas un réel. Il y a un réel physique, un réel corporel, et l'écriture tourne autour. Mais nous faisons exactement la même chose dans notre vie. Donc, on utilise des mots, mais ces mots-là ne sont jamais assez exacts. Ils sont toujours traîtres. On est toujours à côté. Et l'écrivain aussi. Si l'écrivain peut-être a quelque chose en plus, un tout petit peu plus, c'est qu'il arrive peut-être à s'approcher un tout petit peu plus. Mais il échoue, comme tout le monde. Et dans la peinture ? Dans la peinture, la peinture en fait fait appel à d'autres des images. Sentiments, oui. Pour moi, ça se passe pas au même niveau. Pas pareil, oui. Pour les mots, je suis plutôt dans le rythme, plutôt dans la musique que dans la peinture, bien que j'écrive aussi en images. Mais c'est pas tout à fait pareil. Il y a aussi tout ce temps, ça souriait en elle, d'un sourire comme épouvantable. C'était ça le sourire d'un jamais. C'était ça le sourire d'un ange barré. C'est-à-dire que il y avait cette espèce de sourire qui était pas, c'était un rictus quelque part, non? Alors le sourire, c'est quelque chose, un masque. Mourir par cirrhose de foie, c'est pas beau. J'écris ça dans le livre. La mort par cirrhose de foie associe en plus qu'elle n'est pas belle, qu'elle est atroce, qu'elle est lente. Et en fait, physiquement, ça fait monter les toxines, les toxiques, je ne sais pas exactement comment on dit, dans le sang. Et petit à petit, les organes cessent de fonctionner. Et la personne qui est malheureusement dans cette situation a des absences comme ça, psychiques. Et sourit souvent, bêtement. Et là, je vais parler concrètement de ma mère, mais j'ai connu d'autres personnes dans la même situation. Ce sourire, c'est quelque chose d'absolument horrible. C'est un sourire de masque qui ne veut rien dire, sauf peut-être comme une cri silencieuse, « Sauve-moi, je suis perdu », mais qui n'arrive plus à sortir. Il n'y a plus de mots qui sortent. Il y a ses lèvres qui se déforment vers un sourire que nous appelons sourire. Peut-être la personne, si elle se voyait dans un miroir, appelait peut-être pas du tout sourire. Est-ce que c'est uniquement un rictus? Est-ce qu'il y a une émotion derrière? C'est très difficile à dire. Mais pour l'autre qui est en face, c'est très dérangeant. C'est un sourire bête. C'est malheureux à le dire, mais c'est comme ça. Tu écris, c'était pas un sourire comme une invitation, c'était ça. La dernière ligne de défense, c'était des barreaux. C'était les barreaux, c'était sa cage. Ah, mais je l'ai écrit mieux que je viens de le dire. Bon, on fait une pause musicale. On y va sur une pause musicale et on reviendra tout de suite après. Un petit hommage à quelqu'un qui nous a quittés récemment.
Seconde partie de cette émission Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM. Petit hommage à Nilda Fernandez avec Marie-Madeleine. J'aime beaucoup sa voix. Nous sommes toujours avec Andreas Baker et nous parlons de Hula ou l'effacement, qui est sa dernière parution aux éditions d'en bas. Donc, lentement, une femme s'efface devant le monde. Autour d'elle, les silences, les absences, une clarté presque insoutenable, les paysages vides du nord de l'Allemagne. Elle s'allonge sur un canapé chez elle, dans son salon, seule. L'alcool et les médicaments la font encore bouger. Le médecin est formel. La mort approche par cirrhose du foie. On parle un peu de l'Allemagne, Andrea. Oui. Parce que c'est quand même un peu toujours ton cheval de bataille. En fait, je pouvais difficilement faire autrement, étant donné que cette histoire se passe en Allemagne. Je peux pas non plus nier que je suis né en Allemagne. Donc, et je parle de là, en fait, de la lumière du Nord. Et cette histoire ne peut pas se passer ailleurs que sous cette lumière du Nord, qui est une lumière pâle, qui est une lumière transparente, un peu humide, par moments très belle, par moments très inquiétante, et qui, justement, est bleu transparent, et qui traduit, à mon avis, à merveille cet effacement. Donc, c'est la lumière du Nord qui compte. Évidemment, l'Allemagne est un fond qu'on ne peut pas dissocier de cette histoire, puisque ma mère est donc née en 1939. Sous les bombes, il faut savoir que Hambourg a été le théâtre, je pense qu'on appelle ça en termes guerriers un théâtre, de bombardements intensifs de la part des Alliés, des Britanniques et des Américains. Et à peu près en 1943, en juin 1943, s'est produit à Hambourg ce qu'on appelle la tempête des feux, c'est-à-dire les bombardements avaient pris une telle intensité, et par des phénomènes météorologiques en plus, qu'il s'est pas seulement déclaré des multiples feux, mais que ces feux à multiples endroits se sont réunis en un seul feu qui en fait traversé plusieurs quartiers de la ville à la vitesse d'une tempête. Donc il s'est créé en fait un vide au sol parce que avec la température qui monte, avec l'air qui monte, avec la température chaude, et donc les gens asphyxiés dans les bunkers. En gros, ils avaient le choix entre brûler et asphyxier. Et ma mère est donc née dans ces quartiers-là. Elle est née en 1939, elle avait donc 4 ans et elle a passé sa petite enfance comme ça dans les bunkers. Oui, tu dis à la page 34 qu'elle était déjà morte 1000 fois, elle était petite fille dans les bunkers et ça s'asphyxiait là sous ses yeux. Elle, petite fille déjà vieille, elle savait les images des enfants qui mouraient dans les bras de leur mère. Elle savait les hommes qui, comme des mouches, couraient dans la rue, qui s'effondraient dans les canaux, qui s'engluaient dans les goudrons liquides. Elle savait les poupées calcinées, les graisses des cadavres qui brûlaient encore jusqu'à la mort de toute graisse. Elle savait les bras et les jambes arrachés des enfants. Elle savait les corps désarticulés des poupées. Et après ça, vivre, ça voulait dire mourir. Voilà. Et j'ajoute sur une autre page, c'était qu'on était puni à juste titre, c'était qu'on avait eu des mots nazis, la raison pour laquelle on ne parlait plus. C'était qu'on avait eu des mots nazis, la raison pour laquelle on ne parlait plus. C'était ça le fond de l'histoire, c'est que les Allemandes essentiellement, évidemment, à la fin de la guerre, étaient, à mon sens, autant victimes que dans d'autres peuples. Je sais que je marche sur un terrain là difficile. Non, puisque je sais plus dans quelle émission j'ai entendu le viol de toutes les femmes par les libérateurs, que ce soit tous ceux qui ont libéré les pays en France, en Angleterre et en Allemagne. C'est les Allemandes qui ont été le plus violées à la libération. Oui, mais le problème aujourd'hui est un peu politique parce qu'il y a une récupération d'extrême droite de cette situation-là qui en gros dit les Allemands ont souffert comme les autres, donc
nazi ou pas nazi, ça n'a aucune importance. On peut tout mettre au même plan, au même niveau. Et je suis évidemment complètement contre cette idée. Il y a une différence entre les crimes des nazis et les conséquences que ces crimes ont engendrées, c'est-à-dire les bombardements de l'Allemagne. On ne peut pas mettre au même niveau. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'une grande partie, enfin en Allemagne, il y a jusqu'à 20% aujourd'hui qui votent à l'extrême droite, c'est quand même assez étonnant, beaucoup de gens prennent ça presque comme excuse. En gros, bon, d'accord, on a été nazi, mais bon, c'est pas si pire que ça, quoi. Donc, il faut quand même faire un peu la part des choses. Mais il faut aussi pouvoir dire la vérité, c'est que les femmes étaient en grande partie violées par les soldats français, américains, anglais et russes. Mais en France aussi, en Angleterre aussi. Hein. Bien sûr. Mais c'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'ils sont venus libérer la France et ils ont bien... Mais le problème ensuite pour les femmes allemandes était double, parce que c'était les mauvaises. Elles ont été encore plus violées que les autres. Non, oui, il y en a eu plus, ça je sais pas si on peut être, enfin, peu importe, mais le problème c'était qu'elles étaient nazies. En fait, leur mari était soldat, nazi, leur père, peut-être leur fils. Donc elles étaient coupables. Autrement dit, elles n'avaient même pas le droit de se plaindre. Et c'est ce tabou-là, ce double tabou, être victime et en même temps ne pas pouvoir en parler. C'est ce tabou-là qui a fait que beaucoup de femmes ont sombré, beaucoup d'hommes aussi, mais beaucoup de femmes ont sombré ensuite dans le silence, dans un silence mortifère, ou dans l'abus de médicaments, dans l'alcoolisme, ou dans l'abus de jeu, de sexe, enfin, ou de pouvoir. Beaucoup d'hommes se sont lancés ensuite dans des carrières de pouvoir pour oublier justement qu'ils n'avaient pas le droit de parler. Donc la parole même était interdite. La parole était difficile en Allemagne jusqu'à aujourd'hui. Ce sujet-là, jusqu'à aujourd'hui, est très difficile à aborder. Donc ça fait que l'Allemagne est devenue un pays qui fonctionne bien, enfin un pays d'ingénieurs, qui exporte des voitures, qui fonctionne très bien, qui fait beaucoup de commerce avec la Chine, etc. Mais ce n'est plus un pays d'émotion, ce n'est plus un pays d'émotion culturelle. Ça, c'est effacé par ce tabou-là. Et c'est pour ça que je dis dans les livres, il y a des femmes qui ont échoué devant ce tabou, qui ne supportaient pas ce tabou, et qui sont mortes de l'incapacité de parler de ça. Elles sont mortes d'alcool. En règle générale, c'était la drogue socialement autorisée, acceptable. Et j'écris dans le livre, parmi les femmes, les plus courageuses d'entre elles mouraient d'alcool. Mm. Alors, c'était Palbourg, la ville? C'était Palbourg, oui. Alors, à Palbourg, on mourait toujours seul. Palbourg, la mort, ça ne se disait pas dans une ville qui avait connu des milliers de cadavres en quelques heures de bombardement. Palbourg, ça vivait de son port, de ses putes, de ses banques et de ses assurances. Voilà. Alors, à Palbourg, Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, il y a un autre facteur qui est très important, c'est la religion protestante, qui part du principe que si on fait quelque chose de mauvais, bon, après on est puni. Il n'y a pas de pardon. La punition, elle est logique, elle est méritée par rapport à ce qu'on a fait de mal. Les Hambourgeois, pendant des siècles, n'ont strictement cru en rien. Ce sont des commerçants, celui qui a le plus d'argent, et avec celui qui a le plus d'argent, ils font du commerce. Tout est marchandise en Hambourg, jusqu'au corps des femmes, enfin de la prostitution, la drogue, les voitures, les tapis, les épices, enfin en Hambourg, tout se marchande. Alors ils n'ont cru en rien parce que ils ont cru à une certaine tolérance, comme ça on va dire commerciale, parce que si c'était un Chinois, un Arabe, un Juif, un Marocain, un Espagnol, un catholique, je sais pas quoi, peu importe, à partir du moment où il y a de l'argent. Donc c'était une sorte d'ouverture, et les Hambourgeois ont toujours été très fiers de leur ouverture au monde. Mais ça voulait dire, en réalité, on croit en rien. Et subitement, et je pense qu'ils n'ont toujours pas compris pourquoi, ils se sont mis à croire en quelque chose, c'est-à-dire aux nazis. C'est très étonnant qu'une ville comme Hambourg, qui est ancrée dans une ouverture au monde, subitement, comme toute l'Allemagne, se met à croire aux nazis.
Donc quand ils étaient bombardés comme ça, et la ville a été pratiquement détruite à la guerre, ça a été reçu par la religion protestante comme quelque chose de juste. On a été mauvais, on a fauté, on a été puni. Donc très vite, tout de suite, le lendemain après les bombardements, quelques jours après, ils ont nettoyé les rues. On a des photos, on voit les immeubles complètement détruits, ces fameux tas de pierres qu'on voit partout en Allemagne. Et entre les deux, la chaussée, elle est parfaitement propre. Il n'y a pas un papier qui traîne, il n'y a pas un mégot qui traîne, c'est parfaitement propre. Donc on fait tout de suite comme s'il n'y avait rien eu. On a été puni, d'accord, on n'en parle plus, on repart. Pour les femmes, c'était terrible quand même. Oui. Et donc j'ai grandi dans ce... Palbourg, tu es resté jusqu'à quel âge 28 ans, 29 ans. C'était un endroit pas très loin de la mer. Non, là c'est une très belle ville parce qu'il y a beaucoup d'eau, le port est absolument énorme, il y a beaucoup de parcs, les gens sont plutôt respectueux, sinon peut-être indifférents, c'est peut-être le revers de la médaille. Mais de premier abord, comme ça, on dirait, mais c'est magnifique. Il y a beaucoup de moins de pollution qu'à Paris, il y a beaucoup de moins de bordel, tout le monde se gare comme il faut. Et donc de premier abord, c'est quelque chose où on dit, oh ici, il ferait bon vivre. Mais quand on vit sur place, on se rend compte que c'est à la superficie. Il n'y a que la superficie. Et surtout, il ne faut pas gratter. Alors quand je disais, par exemple, à mon père, qu'est-ce qu'il a fait, mon grand-père, pendant la guerre? Je posais comme ça des questions. J'étais un peu celui qui posait toujours trop de questions. Mon père me disait, oh, le grand-père, il n'a rien fait, il a conduit un camion. Ah bon, qu'est-ce qu'il y avait dans le camion? Oh, il n'y avait rien, il a transporté des vêtements. Bon, après, j'ai dit, mais c'est quand même curieux parce que le grand-père, il n'a pas le permis après la guerre. Alors, la réponse de mon père, c'était typique, n'importe quel Allemand, je pense, à presque, 99% des Allemands auraient donné la même réponse. Tais-toi, tu es un menteur. C'est celui qui apporte la question qui est exclu. Parce qu'on ne veut plus en parler, on ne peut plus en parler. On a fait une connerie, on s'est parlé, on a fait une bêtise, on a fait quelque chose de condamnable, on a été condamné, on a été puni et on repart. Et on n'en parle plus. Donc pour les femmes violées qui étaient comme ça, blessées jusqu'au plus profond de leur corps, elles n'avaient plus le droit d'en parler. Alors elles se donnent plus ou moins à des hommes, et puis... Quand ça va pas, elle se donne à l'alcool finalement. Oui. Fait de l'alcool associe d'abord que c'est la drogue, à mon avis, la plus dure qui existe, parce que non seulement elle est socialement acceptée et donc elle est pas chère, enfin on peut en acheter partout, tout le temps, toute la journée, mais c'est aussi la drogue dont il est le plus difficile de se défaire. On s'en défait pas. On reste un alcoolique toute sa vie. Oui. Il y a heureusement des gens qui s'en sortent de la maladie alcoolique. Oui, ils deviennent des abstinents, mais l'alcool est toujours au fond quelque part, et ce sont des alcooliques abstinents. C'est-à-dire que l'alcool est toujours planqué quelque part. Faut pas. Il fallait pleurer en silence. Même pleurer, il faut en silence. Donc je me souviens très bien de ces moments où, entre les pleurs et le sourire, il n'y a qu'un pas. Mais c'est toujours un silence. Mais ce n'est pas le silence dont je parlais tout à l'heure. Ce n'est pas ce silence-là qui est chargé de sens, qui s'en va, qui est chargé d'amour, qui est chargé de tendresse. C'est un silence de plomb. Ce n'est pas la même chose. Je pense on peut le sentir, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'écriture c'est quelque chose qui s'inscrit dans le corps. Je pense quand on l'a vécu et quand on est un peu sensible, et j'espère que les gens sont beaucoup plus sensibles qu'on le croit, ça se sent. Quand on prend un moment, on se met dans son fauteuil après une journée de travail et on prend un temps pour respirer, je pense que ça se sent. Je pense que n'importe qui sent cette différence entre un silence vide
de plomb et une sorte d'espérance. IDFM 98 de la Bande FM, dernière partie. On a entendu Perlimpinpin sur l'antenne d'IDFM. Andreas Becker ce soir avec Hula ou l'effacement. On parle de la mort ce soir. Il y en a certains, on est le 20 mai aujourd'hui. Il y en a certains qu'on aide très très bien, qu'on aide à mourir. Je parle de Vincent Lambert. Et puis pour Hula, pour elle, ça voulait dire accuser. Il n'y avait que mourir qu'elle pouvait accuser. Elle n'avait pas de mots ni de larmes. Pour elle, mourir, ça voulait dire accuser. D'abord, c'était une femme donc profondément blessée, absolument incapable de parler. C'était une femme aussi extrêmement simple, qui n'avait strictement aucune éducation, parce que ayant vécu d'abord sous les bombes, il n'y avait pas d'école. Je ne sais même pas si elle est allée à l'école. Oui, elle savait lire, elle savait un peu écrire, mais c'était pas. Elle avait absolument aucune culture. Elle avait absolument aucune possibilité de s'exprimer. Elle avait absolument aucune capacité à participer à quoi que ce soit de vie sociale. Donc elle restait un peu absente tout le temps. Mais elle avait quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé. Elle avait beaucoup d'humour. Elle aimait beaucoup raconter des blagues. Elle n'était pas sérieuse du tout. C'était une femme. Elle nous a laissé, moi et mes frères, une liberté totale. Enfin, l'éducation, elle ne savait pas ce que c'était. Faire à manger, faire des courses, elle ne savait pas ce que c'était. Chauffer la maison, elle ne savait pas ce que c'était. Et j'ai énormément aimé ça. Parce que ça donnait une liberté absolument extraordinaire à moi. Peut-être pour mes frères, c'était peut-être plus difficile. Enfin, moi, j'ai toujours vécu ça comme une liberté. Mais en même temps, c'était de l'abandon. Il ne faut pas non plus se leurrer. Elle n'en avait pas grand-chose à cirer de ses enfants. Mais de rien. Donc, c'était pas un désamour. Elle savait pas vraiment aimer. Mais elle avait une tendresse absolument pas sérieuse. Et en cela, elle était constamment à côté de la plaque. Elle était, c'était pas vraiment une Allemande, quoi. C'était pas. Donc même la mort pour elle, c'était pas vraiment sérieux. Elle avait fait quelque chose. Excusez-moi, je vais finir là-dessus. Elle m'avait demandé quelques jours avant son décès. Elle est morte début décembre. Elle m'avait demandé quelques jours avant son décès. Elle m'a dit, Andreas, est-ce que tu peux acheter des cadeaux comme ça, des babioles, un peu des choses un peu ridicules qu'on achète à 2 ou 3 marques, euros aujourd'hui. Et je disais, oui, bien sûr, je peux faire ça. Et je demandais, mais ça sera pour qui? Et elle m'a dit, ça sera pour les femmes de ménage. Oui, parce que c'est celle avec elle arrivait le mieux à discuter, parce qu'elle comprenait leur langage, et puis elle lisait aussi des romans photos, elle adorait ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Elle avait donc... Toute une époque. Elle avait ça, elle avait des romans photos, elle avait des femmes de ménage, ça c'était quelque chose qu'elle comprenait. Et c'était son niveau. Et moi j'ai toujours beaucoup aimé j'ai strictement rien contre les femmes de ménage. Bien au contraire, j'étais moi-même femme de ménage pour payer mes études. Homme de ménage. Oui, homme de ménage. Et j'ai toujours, moi-même, j'ai beaucoup de tendresse pour tous les exclus comme ça. Je ne peux pas passer devant un clochard sans ressentir la tendresse. Enfin, on dit plus clochard, on dit STF. Je ne peux pas passer devant un malade sans au moins lui adresser un sourire. Je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Et ça vient d'elle. Enfin, c'est cette empathie, sauf que pour elle pouvait pas l'exprimer. En fait, c'était peut-être dans les bons moments, c'était peut-être ce sourire-là, quand elle avait des bons moments. Alors, ce n'était pas cette lente agonie, une attente, c'était une danse. T'as l'impression que donc elle dansait là sur le canapé vert. Elle dansait une danse secrète et si belle. C'était qu'il faudrait ça, ces notes-là, ces notes qui se glissaient comme ça, comme un souffle, comme ça sur sa peau. C'était ça la musique, c'était ça la danse. Il n'y avait qu'elle pour les entendre. C'est ce qui la faisait sourire, cette danse qu'elle dansait avec la mort, cette danse qu'elle dansait avec les anges,
elle, la reine des anges, la reine et sa couronne. Oui, on ne sait pas à quoi pensent les gens dans leurs derniers moments, mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent danser. Ça fait plaisir de le dire. Alors, elle a été très belle, en fait. C'est presque un peu... Bon, moi, ça me choque pas. Je sais pas s'il y en a qui seront choqués, mais la mort peut être quelque chose de beau. On peut être mourant et beau en même temps. Elle avait beaucoup maigri, elle était très colorée, parce que cirrhose de foie, ça fait que la peau est extrêmement colorée. Donc, on aurait dit qu'elle avait bonne mine. Mais c'était pas ça, sa beauté. C'était une beauté intérieure, parce qu'elle avait lâché le combat. Sa vie était un combat silencieux. Enfin, j'imagine ça pour beaucoup de femmes. Enfin, je suis pas dans le rôle, évidemment, d'une femme comme ça, opprimée, violée, ce qui n'était pas d'ailleurs, ce qui est toujours le cas aujourd'hui dans toutes les guerres. Il faut pas oublier. Donc, évidemment, je peux pas me mettre complètement à la place de ces femmes-là, mais j'imagine quand je vois. Et finalement, elle avait lâché ce combat-là aussi. Et il me semble que c'est quelque chose sur la vie, qu'on pourrait dire en général. La vie, c'est un cheminement vers la liberté. Donc, et la liberté, à la fin, quand on y arrive, enfin, c'est beau à voir. Alors, elle fait un petit tour à l'hôpital, elle en fait plusieurs. On la prend un moment, elle retourne chez elle, et puis à un moment, c'est le dernier moment où elle se retrouve à l'hôpital, et là, c'était bien mieux que le verre canapé. Elle était dans un lit maintenant. Elle était là comme une malade, considérée comme une malade. Elle avait ce rôle-là maintenant, à jouer au moins ce rôle-là. Oui. Il faut pas oublier que les femmes, souvent, en Allemagne ou en France aussi, dans les après-guerres, n'avaient pas de chambre à elles. Ça n'existait pas. C'était la chambre commune. En fait, elles faisaient une chambre commune. Donc, il y avait des chambres pour les enfants, il y avait le salon, il y avait la cuisine, peut-être une salle à manger, parfois un bureau pour l'homme quand tu veux travailler. Mais les femmes, elles avaient quoi comme place? Elles n'en avaient pas. Elles n'avaient pas de place, elles pouvaient pas prendre leur propre place. Encore aujourd'hui, c'est souvent comme ça. Alors, elles partagent le lit avec leur mari, et elle, pour elle, c'est où? Le mari, il va au bureau, il fait ce qu'il veut, enfin, il a son espace à lui. Et pour les femmes, quel est l'espace des femmes? Elles n'en avaient pas. Le canapé. Le canapé. Et après, mais le canapé était au salon. Donc, c'était public, d'une certaine manière. Et après, le seul moment, à partir du moment où elle avait un lit à elle, c'était à l'hôpital. Et ça m'avait beaucoup frappé. Et c'est la situation de beaucoup de femmes. Toujours dans les familles, on donne l'espace aux enfants, c'est très bien. On donne l'espace à l'homme, c'est très bien. Il a sa cave à vin, son garage, son atelier, son bureau. Et les femmes... Elle a la cuisine. Oh, mais elle a la cuisine. Donc, ça m'a beaucoup frappé que les femmes, souvent, sont oppressées, même dans les bonnes intentions comme ça. On va dire, bon, c'est très bien, c'est une vie de famille, c'est pour les enfants, tout va bien, tout le monde est content. Mais les femmes, elles vivent comment là-dedans? Oui, puis alors il y a tout ce rapport aussi à la vie qui continue autour, hein, c'est-à-dire ça nous parle beaucoup à ceux qui ont déjà accompagné des mourants, où on va visiter quelqu'un dans un hôpital et puis on se rend compte que tout vit autour comme si la mort n'existait pas, alors que nous on est confrontés à cette mort qui arrive très rapidement. Ouais. Donc j'ai bien aimé ce livre parce que ça nous ramène à nous. Ça nous ramène à nous, et ça nous ramène à la vie. C'est pour ça, ce que je voulais dire au début. C'est un livre sur la mort, bien sûr, parce qu'à la fin, elle est morte. Mais bon, nous aussi, à la fin, on sera mort. Mais entre-temps, on vit. Et le livre pose la question de la tendresse de la vie, de ce qu'on fait jusqu'à ce que la mort arrive. Et c'est le rôle aussi de l'écrivain, évidemment, de surpasser ce qu'on disait au début, surpasser son propre petit cas, enfin le cas malheureux de ma mère. Mais bon, ça, c'est comme ça. En fait, c'est passé il y a 35 ans aussi, donc c'est pas non plus, ça date pas d'hier. Donc, faut pas non plus exagérer avec une sorte de sentiment exagéré. Mais il faut en faire quelque chose qui parle de tout le monde, essentiellement des femmes dans un premier temps. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui, heureusement, beaucoup d'hommes qui peuvent comprendre ça aussi, et qui parlent de l'espérance, de la tendresse de la vie. Oui, puis c'est quand même le regard d'un enfant. Donc quand tu as écrit ce livre, ça t'a ramené quand même
ça t'a ramené à ces moments-là. Je pense que ce livre-là, je l'ai porté en moi depuis Tout ce temps-là. Depuis tout ce temps-là. Ça s'écrit. En fait, en réalité, ça s'écrit. Moi, j'ai pas réfléchi du tout, pas une seconde, à ce que j'allais écrire. C'est écrit d'un trait. Ça s'écrit uniquement sur cette émotion-là, sur un rythme, sur des silences, sur de la musique, sur de la tendresse. Et ensuite, aussi, sur les mots comme ça qui s'enchaînent dans des phrases qui sont pas toujours grammaticales, mais qui ont toujours un rythme. Elle expirait la vie dans une dernière expiration. Ça, je me souviens de ce corps qui est subitement inhabité. Il y a ça qui s'en est allé et qu'on ne sait nommer, mais ça se voit, ça se sait à l'instant même, ça, c'est bleu. Tu lis la suite? Ça, je me souviens. Ça, je me souviens de ce corps qui est subitement inhabité. Il y a ça qui est allé et qu'on ne sait nommer. Mais ça se voit, ça se sait à l'instant même. Ça, c'est bleu. C'était à cet instant-là précisément que le monde s'arrête. Il y a là comme une fente dans le monde, un instant de quelques centièmes de seconde, un instant qui n'a pas de temps. Mais tout s'arrête. Pour cet instant-là, le monde n'existe pas. C'est si court qu'on pense que ça n'a pas été, mais ça s'engouffre là, tout. Et après, c'est disparu. Elle était ma mère. Elle s'appelait Ulla. Je m'appelle Andreas. Merci Andreas Becker. Le livre Ulla ou l'effacement, publié aux éditions d'Amba. En vraiment 30 secondes, il y a un film qui passe au Saint-André-des-Arts. Il y a un film qui passe, la première c'est ce dimanche, le 26 mai, un film fait dérivé de ce livre par Jean-Denis Bonnon, un grand cinéaste, à 11h30 le matin au cinéma Saint-André-des-Arts, dans la rue du même nom. Et il y aura d'autres projections? Après, il y aura d'autres projections. En fait, le film... Toujours au Saint-André? Non, je sais pas encore. La première, c'est ce dimanche 26, il faut venir à 11h30. L'entrée est gratuite pour la première. On y sera dimanche 26 à 11h30. Et le titre du film? Bleu Palebourg. Bleu Palebourg, Bleu Palebourg. Comme la ville. Merci Andrea. Merci. Merci à toi. Merci.